Donc, on va rester un petit peu dans les maladies respiratoires de l'enfant. Asthme et allergie. Alors, pour commencer, il est clair que l'asthme est une maladie hétérogène. Avant, on pensait que c'était une maladie homogène. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un asthme, mais il y a des asthmes. Et l'asthme qui commence dans l'enfance n'est pas le même que l'asthme qui commence, par exemple, chez l'adulte, la femme qui fume, qui a un surpoids ou je ne sais quoi. Donc, chez l'enfant, le phénotype de l'asthme, c'est un asthme de type 2, on dit, c'est-à-dire que c'est un asthme allergique et eosinophilique. Chez l'enfant, à partir de 5-6 ans. Chez les enfants plus jeunes, c'est-à-dire d'âge préscolaire, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'ils sont un peu, bien sûr, atopiques et eosinophiliques, mais ils sont surtout neutrophiliques. Et donc, ils ont d'autres mécanismes qui expliquent les mêmes symptômes. Donc, ce premier point est important. On va dire que chez l'enfant de plus de 6 ans, 80-90% des asthmatiques sont de type 2, ont un asthme de type 2, c'est-à-dire éosinophilique allergique. On sait depuis très longtemps qu'il y a une corrélation entre les maladies allergiques et l'asthme. Par exemple, ici, l'étude ISAC, qui a été publiée à la fin des années 90, auprès ici de plus de 400 000 adolescents de 56 pays, montrait qu'il y avait une corrélation très forte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un coefficient de corrélation qui est à 0,75, c'est-à-dire très fort, quoi, entre les symptômes de rhinite allergique et l'asthme, ou entre les symptômes de dermatite atopique et l'asthme. Une très forte association. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui a été quantifié à ce moment-là. Et la question maintenant est de savoir quelle est la nature de ce lien entre les allergies et l'asthme. Alors, la première chose, c'est qu'on a maintenant, depuis plusieurs années, mis en évidence un lien très fort entre l'atopie et l'asthme. L'atopie, pour être clair, c'est le fait que des sujets prédisposés aient fabriqué de manière anormale des IgE spécifiques contre des substances de l'environnement. Donc, comment on dépiste les patients atopiques ? Il suffit qu'ils aient un prick test positif ou un dosage d'IgE spécifique positif et ils sont considérés atopiques. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de pathologies dans lesquelles il y a une fabrication d'IgE spécifiques, on les appelle les maladies allergiques. L'asthme, c'est une réponse partiellement vraie, c'est l'asthme allergique. Les allergies alimentaires, IgE médiées, la rhinite, allergique, et la dermatite atopique, et également, sans doute, qui a une grande production d'IgE associée aux maladies comme l'œsophagite éosinophile. Mais disons que l'atopie, ça se définit comme ça, c'est important de le préciser parce qu'on va en parler dans les quelques diapos suivantes. Alors, il est clair que le fait pour un enfant d'être sensibilisé, donc d'être atopique, d'avoir produit de manière anormale des IgE spécifiques contre une substance de l'environnement, est un facteur de risque de développer un asthme. Ici, une étude, vous voyez que l'étude date un petit peu, parce que c'est à cette époque-là qu'on avait commencé à faire ces types d'analyses. On a pris 289 enfants d'une cohorte de naissance aux États-Unis. C'était une cohorte considérée comme étant une cohorte d'enfants à risque, parce qu'ils avaient au moins un parent qui était asthmatique ou qui était sensibilisé. Donc, ils ont dit, on va prendre une cohorte un peu particulière d'enfants un peu à risque. Et chez ces enfants, ils ont dit, on va faire systématiquement, aux âges de 1 an, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 11 ans, des pricks et des IgE spécifiques aux aéroallergènes perannuels, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de symptômes respiratoires, pour voir si le fait d'être sensibilisé, donc d'être atopique, augmente le risque d'asthme. Et en effet, oui, il est clair que d'avoir des IgE spécifiques à l'âge de 1 an, ça augmente le risque d'asthme à l'âge de 6 ans. Et il est clair aussi que, sans doute, être polysensibilisé, c'est-à-dire avoir plusieurs sensibilisations précoces, ici à l'âge de 2 ans, a beaucoup plus de poids qu'être monosensibilisé. Donc, la polysensibilisation précoce semble être un facteur important de développement de l'asthme. Et d'ailleurs, vous voyez ici une cohorte qui va peut-être vous rappeler des choses, c'est une cohorte de naissance qui s'appelle la cohorte MAS en Allemagne, où ils ont pris 1300 enfants qu'ils ont suivis, qui étaient considérés comme des enfants un peu à risque parce qu'ils avaient des parents atopiques ou des IgE des IgE dosables sur le cordon ombilical.
Je vous rappelle que les IgE ne passent pas la barrière placentaire. Donc, c'est ceux produits par l'enfant qui sont dosés, ce n'est pas celles de sa mère. Et chez ces patients, comme d'habitude, ils ont fait des IgE spécifiques répétés les premières années de vie. Et voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que à peu près 30% de la population a présenté des sifflements au départ, des bronchiolites, quoi, indiscernables de l'asthme. Mais chez qui les sifflements vont-ils persister? Qui est-ce qui va continuer à siffler et donc avoir de l'asthme sans doute aux âges de 8, 9, 10, 11 ans? Eh bien, ça va persister chez ceux qui sont atopiques, chez ceux qui ont développé des sensibilisations. Donc, il semble également que l'atopie soit associée à la persistance de l'asthme, à la persistance des sifflements. Pas seulement au développement, mais à la persistance. Et c'est vrai qu'avant, on pensait l'atopie un peu de manière binaire. T'en as pas. Aujourd'hui, on l'aperçoit de manière un peu différente. D'abord, t'en as quand? Parce que précoce, c'est peut-être pas pareil que plus tard. Et combien? Une sensibilisation, c'est pas pareil, c'est pas la même personne. C'est pas le même phénotype que plusieurs sensibilisations. Celui qui très tôt est déjà sensibilisé à l'environnement, à plusieurs éléments de l'environnement, il tolère rien, quoi. C'est-à-dire, il a intrinsèquement une forme de sévérité, quoi, si vous voulez. Et donc, en effet, ici, toujours dans la cohorte COAST dont on a parlé tout à l'heure, aux États-Unis, ils ont fait donc les dosages d'IgE spécifiques répétés dans les premières années de vie. Et ce qui montre, c'est que le risque d'asthme, quand on est sensibilisé tôt, par exemple, vous voyez ici dès l'âge de 1 an, est plus élevé au cours des années que quand on est sensibilisé plus tardivement. Alors bien sûr, l'écart type, on voit qu'il y a beaucoup de chevauchements, etc. Mais bon, l'idée, c'est que la sensibilisation précoce, c'est quand même quelque chose qui semble être un fort marqueur de persistance de l'asthme. Donc être sensibilisé tôt, précocement, ça n'a pas la même signification qu'être sensibilisé plus tardivement. Et d'ailleurs, une autre cohorte qui s'appelle MAS, mais cette fois non plus en Allemagne, mais au UK, avec le même procédé, on fait des recherches de sensibilisation à plein d'âges répétés, a montré que le phénotype le plus à risque d'avoir un asthme à l'âge de 8 ans, c'est le polysensibilisé précoce, le multiple early sensitization. Et ces patients polysensibilisés précoces, voyez, jusqu'à 3500, 4000 jours de vie, je ne sais pas pourquoi ils ont compté en jours, moi j'aurais compté en années, c'est-à-dire ça fait 10 ans, quoi. Eh bien, ces patients sensibilisés précoces, c'est eux qui sont le plus à risque d'être hospitalisés tout au long de leur vie, en tout cas d'enfants, pour des crises d'asthme sévères. Donc, il y a vraiment quelque chose sur ce phénotype de poly et de précoce. La polysensibilisation précoce, c'est clairement le phénotype le plus à risque. Et puis, les enfants qui sont sensibilisés, polysensibilisés précocement, par rapport aux contrôles qui n'ont jamais sifflé et qui ne sont pas atopiques, eh bien, les enfants siffleurs polysensibilisés précoces, ils vont avoir une fonction respiratoire altérée très précocement dès les premières années de vie et tout au long de l'enfance, dans les premières années de vie. C'est eux qui ont les résistances les plus élevées tout au long de leur vie et dès l'âge de 3 ans. Donc ce phénotype-là, les siffleurs polysensibilisés, est un phénotype important qui va induire sans doute le développement d'un asthme, la persistance d'un asthme et être associé à une altération fonctionnelle marquée qui ne se récupère pas pendant l'enfance. Alors les pointillés, c'est les filles et les traits sans pointillés, c'est les garçons. On a vu sensibilisation et asthme. Maintenant, qu'en est-il de l'allergie et de l'asthme? Donc, sensibilisé, on peut être sensibilisé sans n'avoir jamais présenté le moindre symptôme. Être allergique, c'est qu'on commence à avoir des symptômes en rapport avec cette sensibilisation. Vous voyez la différence, on peut être sensibilisé à la cacahuète et manger autant de cacahuètes qu'on veut sans jamais faire de réaction, on n'est pas allergique. Par contre, on peut être sensibilisé à la cacahuète et faire une urticaire immédiate dès qu'on prend une cacahuète, on est allergique à la cacahuète. Lorsqu'on a et les symptômes et la sensibilisation, ça s'emboîte, ça s'appelle une allergie. Donc, quels sont les liens entre l'allergie et l'asthme?
Eh bien, quand on regarde par exemple une maladie allergique très fréquente, la rhinite allergique, eh bien, c'est un facteur majeur de développement d'un asthme. Ici, la corde de Tucson, vous connaissez Tucson? En Arizona, la chanson des Beatles, non, ça vous dit rien? Jojo was a man in Tucson, Arizona. Non? Moi, c'est comme ça que j'ai appris que c'était Tucson, Arizona, quoi. Voilà. Donc, quand je le fais aux plus jeunes, il n'y a pas personne ne connaît la honte, quoi. Moi, je pense que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Hein. Je veux dire, c'est vraiment bon. En tout état de cause, ils ont pris des enfants. C'est une cohorte qui est très connue, en plus la cohorte de Tucson, qu'ils ont suivi depuis la naissance jusqu'à l'âge de 30-35 ans. Et ils ont regardé qui est-ce qui développe le plus d'asthme en cherchant des facteurs associés au développement d'un asthme. Et qui développe dans cette population le plus d'asthme? Ben, c'est ceux qui ont une rhinite avec des skin prick tests, des SPT, donc des prick tests positifs. Autrement dit, ceux qui ont une rhinite allergique. Donc ça, c'est très important. Les enfants qui ont une rhinite allergique, ils vont développer un asthme. Quand vous avez un patient, un enfant devant vous qui a une rhinite allergique, il ne faut pas seulement le voir à l'instant T comme un patient qui a une rhinite, mais il faut le voir comme un patient qui est à haut risque de développer un asthme. Et toute la question va être, est-ce que les traitements de la rhinite préviennent le développement d'un asthme? Mais ce sera l'objet de la présentation suivante. Mais on pourra en reparler aussi, parce que ça, c'est passionnant. Donc la rhinite allergique est associée au développement d'un asthme. Et quand on a un asthme, est-ce que la rhinite impacte l'asthme? Est-ce qu'elle affecte l'asthme? Est-ce qu'elle le rend plus sévère, pardon? Eh bien, la réponse est oui. La présence d'une rhinite allergique augmente la sévérité d'un asthme. Là encore, une étude un peu ancienne, mais qui est très simple. Ils ont pris 900 enfants d'une cohorte de naissance au UK, asthmatiques, et ils ont fait deux groupes, un groupe en rose avec une rhinite allergique et un groupe en blanc qui n'a pas de rhinite allergique. Qui a présenté plus de 4 crises d'asthme sévères au cours des 12 derniers mois, beaucoup plus ceux qui ont une rhinite allergique que ceux qui n'en ont pas. Qui a présenté des crises d'asthme graves, sifflements avec dyspnée à la parole, c'est-à-dire que les patients ne peuvent plus parler tellement ils sont dyspnéiques, beaucoup plus les roses, ceux qui ont une rhinite allergique, que ceux qui n'ont pas de rhinite allergique. Pareil, qui a été obligé de consulter à plus de 4 reprises en urgence ou aux urgences pour des crises d'asthme sévères, beaucoup plus ceux qui ont une rhinite allergique, et évidemment, qui a le plus manqué l'école, beaucoup plus ceux qui ont une rhinite allergique. Donc, le simple fait d'avoir une rhinite augmente la sévérité de l'asthme. Bon, autre question. Est-ce que la sévérité de la rhinite augmente la sévérité de l'asthme? Eh ben ouais. Là aussi, il y a une étude intéressante où ils ont pris 600 enfants asthmatiques aux States. Ils les ont classés par niveau de sévérité selon les critères du GINA, classique, 1, 2, 3, 4, 5. Et ils ont recherché les facteurs associés à la sévérité. Et parmi les facteurs qui ressortaient le plus comme étant associés à la sévérité, il y en avait 2 qui étaient liés à la rhinite allergique. Le score symptomatique de rhinite, c'est-à-dire l'importance des symptômes de rhinite, et le score médicamenteux de rhinite allergique. Donc, est-ce que tu prends des antihistaminiques, beaucoup, pas beaucoup, voilà, des corticoïdes dans le nez, etc. Donc, le score médicamenteux et le score symptomatique sont le reflet de la sévérité de la rhinite. Donc, il est très vraisemblable que non seulement la présence de la rhinite aggrave l'asthme, mais que la sévérité de la rhinite aggrave également l'asthme. Mais finalement, le patient, il peut avoir, et je l'ai dit, les patients asthmatiques, ils ont un profil éosinophilique allergique. Il y en a beaucoup qui ont une allergie alimentaire aussi. Est-ce que l'allergie alimentaire IgE-médiée, intrinsèquement, aggrave l'asthme? Bah ouais. Le patient qui a un asthme et qui en plus a une allergie alimentaire IgE-médiée, vous voyez, quand il a une allergie alimentaire IgE-médiée, il a 2 fois plus de risque d'être hospitalisé pour crise d'asthme et un traitement de fond en moyenne 2 fois plus important et un VEMS, donc une fonction respiratoire, plus altérée que celui qui n'a pas d'allergie alimentaire IgE-médiée. Et celui qui a une polyallergie alimentaire IgE-médiée, il a encore plus
d'hospitalisation que les autres, une fonction respiratoire très altérée et un traitement de fond plus important que celui qui n'est pas polyallergique. Donc, très clairement, le patient qui a de l'asthme, une allergie alimentaire, bon, il est déréglé dans son environnement, quoi. Il tolère plus rien. Il tolère non plus les trucs, les aéroallergènes, et pareil, il tolère pas les allergies alimentaires. Ben oui, ça va aggraver son asthme va être plus sévère. Autrement dit, si vous voyez un patient asthmatique avec une allergie alimentaire IgE-médiée, faut pas le lâcher. Il va faire des crises d'asthme potentiellement sévères, il va avoir besoin d'un traitement plus lourd que les autres en moyenne. Je parle pas, bien sûr, d'anaphylaxie, là. Je suis pas en train de vous dire qu'il va faire une anaphylaxie parce qu'il a mangé sa cacahuète et ça ressemble à de l'asthme. Non, je vous dis qu'il va faire des crises d'asthme, viro-induites, machin, classiques, de manière plus importante. Et en effet, quand on regarde les grandes cohortes et qu'on les associe, ici, ils ont associé 9000 enfants de 2 cohortes de naissance qui ont été évalués aux âges de 1, 3, 5, 8 et 11 ans, pour voir un peu la relation entre l'asthme, l'eczéma, donc la dermatite atopique, et la rhinite. Alors d'abord, on s'est aperçu avec ce type de cohorte que ce qu'on appelle la marche atopique, c'est un phénotype qui existe, mais qui est très rare. Celui qui commence par un peu d'eczéma, donc de dermatite atopique, et puis ensuite il développe en bleu un peu d'asthme, et ensuite la rhinite arrive. Ça arrive, ce phénotype, mais ce phénotype est rare. C'est-à-dire que c'est pas du tout une généralité. D'ailleurs, on avait plein de patients, nous, qui avaient jamais eu de dermatite atopique et qui avaient pourtant un asthme, une allergie alimentaire, etc. Mais chez qui l'asthme persiste? Est-ce que l'asthme va persister dans le temps quand il n'y a pas d'eczéma, pas de dermatite atopique en rouge et pas de rhinite? Ben non, boum, ça s'arrête. Par contre, l'asthme va persister dans le temps s'il y a en même temps une dermatite atopique. L'asthme va persister dans le temps s'il se développe une rhinite allergique. Donc, il est clair que l'existence, la présence de comorbidités allergiques est associée à la persistance de l'asthme. Et d'ailleurs, quand on regarde les enfants asthmatiques et qu'on les classe par niveau de sévérité, de A à E, A c'est pas sévère, E c'est sévère, eh bien on voit qu'à chaque fois, plus on avance vers la sévérité, plus les patients ont des comorbidités allergiques. Vous voyez, de plus en plus vers la sévérité. Ici, ils ont 10 ans en moyenne. À l'âge de 10 ans, ceux qui sont sévères, il y en a beaucoup plus qui ont une dermatite atopique que ceux qui en ont pas. Parmi les sévères de 10 ans, il y a beaucoup plus de patients avec une allergie alimentaire que de patients qui n'en ont pas. Il y a beaucoup plus de patients avec une rhinite allergique que de patients qui n'ont pas de rhinite allergique. Donc, les comorbidités comme ça allergiques doivent être considérées et il est assez net que celui qui ne traite que le poumon, que l'asthme, sans parler des rhinites allergiques, sans parler des allergies alimentaires, etc., ne fait pas très bien, ne traite que partiellement le patient, sans compter les complications psychiques, bien sûr. Et du coup, quand on regarde le profil des patients asthmatiques sévères en France de la cohorte CobraPed, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une cohorte multicentrique d'enfants asthmatiques sévères d'âge préscolaire et d'âge scolaire, on voit bien qu'à l'âge scolaire, il y a un poids des maladies allergiques majeur. 77% des enfants ont une rhinite allergique, 50%, 49%, une dermatite atopique. Ils ont 10 ans en moyenne à l'âge scolaire. 49% à une dermatite atopique. Enfin, c'est quand même énorme. 31% à une allergie alimentaire IgE-médiée. Je veux dire, on est très loin des chiffres en population générale. Et on voit aussi qu'à l'âge préscolaire, déjà se met en place une sensibilisation et un terrain un peu atopique, mais qui est quand même nettement moins marqué. Et en effet, ils ont un phénotype différent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était beaucoup plus neutrophilique qu'éosinophilique. Alors finalement, si on devait se résumer, quel est l'impact de l'allergie et de l'atopie sur l'asthme? Globalement, c'est un développement. La présence d'une atopie, l'existence d'une allergie va augmenter la probabilité de développer un asthme. Deuxièmement, c'est associé à la persistance. C'est-à-dire, ça c'est important. Si le patient il vous dit ça va rester l'asthme chez mon fils, s'il est sensibilisé, sans doute que oui. S'il est polysensibilisé, encore plus. S'il est polysensibilisé précoce,
Oui, sans doute. Enfin, sans doute plus même. Ça voudrait dire qu'il faut suivre ce patient, expliquer. Enfin, c'est pas. Vous voyez, ça met quand même les choses en place d'un point de vue pratique. Et puis, bien sûr, l'existence d'une atopie ou d'une allergie est associée à la sévérité de la maladie. Et donc, un des enjeux est de savoir si, quand on traite l'allergie, finalement, on améliore l'asthme, mais on en parlera après. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions.